Bienvenue sur Fréquence Eureka, le podcast qui explore tous les domaines de la gestion de l'entreprise et du dirigeant. La fiscalité, les ressources humaines, le juridique, la finance, la stratégie au service des moments clés de votre société. Produit par le groupe Eureka Pluriel, société de conseil, d'expertise comptable, d'audit et d'avocats, présent dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Entrepreneurs, dirigeants, passionnés par le domaine des affaires, vous êtes au bon endroit. Les conseils de nos experts et également les témoignages de nos clients vous attendent à chaque épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Eureka Pluriel. J'ai le plaisir d'accueillir Gauthier Boisseau. Bonjour Thomas. Avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant. Il est directeur général du groupe Eureka Pluriel et expert comptable associé en charge en particulier de la zone Nord-Bassin sur le bassin d'Arcachon. Et aujourd'hui, on va avoir un échange sur le statut juridique des entreprises et de nos clients et quelle est la bonne forme juridique pour que nos clients puissent exploiter leur activité dans les meilleures conditions, que ce soit comptables, fiscales et juridiques. Bonjour Gauthier. Bonjour Thomas. Oui, tout à fait. On a la chance d'accompagner beaucoup de créateurs et c'est une question qui est assez récurrente, qu'ils nous posent très régulièrement. Alors c'est vrai que dans la vie d'un expert comptable et dans les rencontres qu'il fait auprès de ses clients ou de ses prospects, la première question, quand on a un créateur ou même un client qui veut créer une nouvelle filiale dans ces entreprises, il se pose toujours d'abord, alors évidemment la question de l'activité qu'il va développer, bien entendu, mais il nous pose souvent la question, quelle forme juridique je vais choisir ? Quelle est la plus adaptée à ma nouvelle activité, Gauthier ? Comment je fais ? Est-ce que on m'a parlé de la SAS, de la SARL, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Et comment toi tu fonctionnes dans un entretien de démarrage avec un nouveau client ou un prospect pour lui dire, voilà, et comment tu arrives à ce choix dans l'approche et dans l'échange au début ? Alors très souvent, les clients qu'on rencontre arrivent avec des croyances parce qu'ils ont entendu de leurs voisins, d'un ami entrepreneur, de quelqu'un de sa famille, que tel ou tel statut est le meilleur. La première chose que je voudrais leur dire, c'est que le statut, il est spécifique à eux-mêmes et à leur projet. À eux-mêmes pour des dimensions de protection sociale, d'investissement personnel, et à leur projet parce que leur projet est très certainement différent de celui des autres. D'accord, donc ils vont exprimer leur projet, et donc en fonction de peut-être de la taille de leur projet, déjà s'ils sont déjà entrepreneurs, il va y avoir différentes formes juridiques de possibilités qu'ils exploitent leur entreprise. Donc est-ce que tu peux les brosser entre l'entreprise individuelle, les sociétés, puisqu'on sait qu'après il y a des statuts de société. C'est quoi les grandes familles pour qu'on comprenne ? Alors en effet, il y a plusieurs grandes familles. Il y a tout d'abord l'entreprise individuelle qui se décline en fait en deux parties. La micro-entreprise ou l'auto-entreprise dont on entend beaucoup parler. L'entreprise individuelle classique au réel. Puis après, il y a les formes de société. Des formes de société, il y en a beaucoup. Mais il y en a deux principales qu'on retrouve le plus souvent qui sont la SARL avec sa forme à un seul associé, le URL, et puis la SAS. Une petite précision là-dessus, quelques statistiques sur justement ces formes de société. L'INSEE a sorti donc en 2023 ses statistiques de création d'entreprises. Il y a eu plus d'1 million d'entreprises créées en 2023, 1,051 000 euros exactement, dont plus des 2/3, 667 000 euros, qui étaient des micro-entreprises. Et ensuite, des formes de sociétés, SARL, SAS et autres sociétés. Donc sur les 270 000 sociétés créées, il y a 2/3 qui sont des SAS, 25% qui sont des SARL, et puis pour les autres sociétés. Puis enfin, après, il y a l'entreprise individuelle classique, 114 000 entreprises. Donc on voit quand même qu'il y a une concentration assez forte vers l'auto-entreprise qui a été notamment créée pour permettre justement, pour accéder davantage à l'entrepreneuriat, que ça touche un plus grand nombre. Alors l'auto-entreprise, concrètement, pourquoi il y a autant de gens qui se lancent en auto-entreprise ? Pourquoi ? Parce que c'est plus simple, ça coûte moins cher. C'est quoi ? Pourquoi ils démarrent comme ça et pas par une société immédiatement ? Alors, il y a plusieurs avantages. Il y a aussi certains inconvénients, mais il y a plusieurs avantages d'abord qui sont la simplicité de création, qui sont le coût de création, puisque quelqu'un peut se créer pour un coût nul quasi. Et enfin, ça concerne deux types de publics. Ça peut être un public de personnes qui veulent créer une petite activité complémentaire à leur activité principale salariée, par exemple. Et puis, un public
qui veut aussi tester son marché, qui se lance dans une nouvelle aventure et qui veut voir si ça prend avant de peut-être se développer vers des formes plus structurées de société. D'accord, donc effectivement, c'est très simple à la création puisque pour le coup, il ne passe pas par notre cabinet. Il se crée, je crois qu'il y a un site internet qui est dédié aux auto-entrepreneurs. Donc, il n'y a pas de statut, comme on dit, à rédiger. Hein. On peut créer sur Internet. Et je crois également que, après, sur un plan du fonctionnement, c'est plus simple que ce soit sur un plan du paiement de l'impôt ou de la vie juridique de l'entreprise. Tout à fait. D'un point de vue administratif, c'est extrêmement simplifié. Cette partie administrative se concentre, en fait, il faut déclarer son chiffre d'affaires par mois ou par trimestre. Les cotisations sociales se calculent automatiquement et sont prélevées. Et donc, il n'y a pas de comptabilité approfondie à tenir. Il n'y a pas, en fonction des seuils de déclaration de TVA effectués, il y a un certain nombre de contraintes administratives qu'on n'a pas dans ce statut-là. Et alors, tu disais tout à l'heure, mais il y a peut-être évidemment des limites plutôt que des inconvénients. Quand c'est que ton client, tu lui dis, maintenant, il faut changer, il faut évoluer vers une vraie entreprise. À quel moment et quelle est la conséquence pour lui sur un plan de son bénéfice fiscal, de son impôt? À quel moment tu lui dis ça? Il y a des seuils, il y a des choses comme ça? Alors, il y a plusieurs indicateurs. D'abord, il y a des seuils légaux, en effet. Quand on dépasse un certain volume d'activité, un certain chiffre d'affaires, on ne peut plus être dans ce statut de micro-entreprise et on doit basculer forcément vers un système qu'on appelle réel, donc, soit en entreprise individuelle classique, soit vers une société. Donc il y a déjà réglementairement cette impossibilité-là. Et après, il y a tout simplement le coût de charges sociales et d'impôts qui, au bout d'un moment, peut devenir moins intéressant que d'être dans un système réel, même si on a les contraintes administratives qu'on a indiquées tout à l'heure. Les indicateurs qu'on peut avoir par rapport à ça, quelques indicateurs, c'est à partir du moment où on commence à avoir des charges fixes, ou en tout cas un certain nombre de charges, on peut se questionner sur l'intérêt de ce statut, puisque ce statut, le paiement des charges est basé sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice. Donc si vous avez beaucoup de charges, vous avez peu de bénéfices et vous pouvez vous retrouver quand même avec beaucoup de charges sociales à payer. Donc et les charges, ça peut être des charges multiples, ça peut être un camion pour l'artisan, ça peut être un bureau pour un indépendant, ça peut être avoir besoin d'embaucher quelqu'un. Les charges peuvent être de multiples manières, mais du coup, ça aussi, c'est un second indicateur. D'accord. Oui, effectivement. Donc, tu parlais de recrutement. Donc, en fait, quand une entreprise commence à évoluer, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, où là, on dépasse des seuils, donc on ne peut plus être en auto-entreprise, ou d'engagement de dépenses qui ne viendraient pas diminuer l'impôt, puisque l'impôt en auto-entreprise est forfaitaire, on change de statut. Donc là, deux solutions s'offrent à nous. Soit aller en entreprise individuelle, au réel, comme tu l'as dit, où on va déduire les charges d'exploitation, mais avec un engagement personnel qui est toujours assez fort, puisque l'entreprise individuelle se confond avec vous sur un plan fiscal, ou alors vers des entreprises, des sociétés, comme on va en parler ensuite, où il y a en fait une enveloppe fiscale et juridique qui est propre à l'entreprise et qui n'est plus liée à ta propre personne. Et puis il y avait aussi effectivement ce qu'on se disait en amont du rendez-vous, c'est qu'il y a aussi la notion d'association. Donc vraiment, on va être plus nombreux, enfin au moins 2 associés. Il faut mécaniquement avoir une société. Ça, c'est évidemment souvent un déclencheur aussi. Oui, effectivement, il y a aussi le fait du volume d'investissement à réaliser. Si on doit faire appel à la banque, par exemple, pour lever un emprunt, parler de micro-entreprise, ce sera plus délicat en micro-entreprise d'aller chercher un emprunt que dans un système réel. Tu as parlé de l'association, il y a le volume d'activité, et il y a après un autre élément qui rentre en ligne de compte aussi, c'est le statut du dirigeant, son statut social. D'accord. Qui peut être un autre critère aussi. La protection sociale du dirigeant peut aussi être un autre critère d'évolution de son statut. Tu peux préciser un petit peu ça sur donc l'entreprise individuelle. Donc là, on quitte l'auto-entrepreneur, on est entreprise individuelle. Donc là, effectivement, précise-nous un peu sur un plan fiscal et protection sociale du dirigeant, ce que ça veut dire. Et par rapport à... et là, on commence à rentrer dans le monde de la société à l'impôt société. Quelle est la différence de fonctionnement simple entre l'entrepreneur individuel et le dirigeant qui va être en entreprise sur un plan personnel? Alors, d'un point de vue fiscalité, l'entreprise individuelle a l'impôt sur le revenu, puisque depuis peu de temps, on peut même être à l'impôt société en entreprise individuelle, mais l'entreprise individuelle a l'impôt sur le revenu. Il y a une transparence fiscale avec la société, et donc le bénéfice de la société, quelle que soit la rémunération prélevée, est reporté sur la feuille d'impôt du contribuable et il paye l'impôt en direct dessus.
L'avantage de ce système, c'est une certaine transparence et simplicité vis-à-vis de l'imposition. Le risque, c'est notamment quand il y a des fluctuations d'activité, vous faites une bonne performance, vous avez un très beau bénéfice, et vous n'avez pas la possibilité d'arbitrer votre rémunération, puisque tout le bénéfice va supporter l'impôt sur le revenu. Ça peut être une première limite. La deuxième limite, c'est notamment quand on a besoin d'investir, de mobiliser de l'argent, donc on ne va pas sortir de son activité professionnelle, qu'on va utiliser pour son développement d'activité professionnelle. Eh bien, il va falloir générer du bénéfice et on va être taxé dessus, comme une rémunération. Et ça coûte extrêmement cher. Donc ça, c'est l'entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu. C'est vrai qu'on la voit de moins en moins et on oriente de plus en plus nos clients vers l'impôt société, soit sous forme d'entreprise individuelle, soit sous forme de société, justement. Donc, sur la partie société, à partir du moment où notre client a dépassé certains seuils d'activité ou souhaite effectivement déduire ses charges au réel ou en termes de TVA, un intérêt aussi, avoir une activité soumise à TVA pour la déduire, et qu'on va vers effectivement les formes de société où il y a des statuts, etc., et où on est à l'impôt société. Il y a 2 formes de sociétés qui se détachent, on l'a vu dans tes statistiques, puisqu'il y a à peu près 200 000 nouvelles SAS par an et à peu près 200 000 nouvelles SARL chaque année. Est-ce que tu peux nous brosser simplement le fonctionnement fiscal de ces sociétés? Donc là, on s'écarte du dirigeant. Et également la partie, le fonctionnement juridique. Et est-ce que toi, dans les deux, il y en a une sur lesquelles tu vas plus et tu conseilles tes clients de retenir? Oui, tout à fait. Alors, d'un point de vue juridique, SARL et SAS, la différence, elle est au niveau statutaire. Une SARL a des statuts beaucoup plus normalisés, standardisés. Donc, et une SAS a des statuts beaucoup plus libres, avec la possibilité d'intégrer un certain nombre de clauses particulières, et notamment quand on a de multiples associés, quand on a besoin de faire appel à des investisseurs, ce profil de projet, la SAS est plus adaptée puisqu'elle permet de mieux encadrer statutairement un certain nombre de pratiques. Sur la partie fiscale, en termes de fonctionnement interne, qu'on soit en SARL ou SAS, c'est le même fonctionnement. On est de droit à l'impôt sur les sociétés. Il y a une petite particularité sur les SARL de famille, c'est très particulier. Et après, il y a par contre une différence au niveau de la perception des dividendes entre ces deux structures. Dans une SAS, lorsqu'on perçoit des dividendes, qu'on soit le dirigeant ou un simple actionnaire, on est taxé au PFU à 30% d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Quand on est associé de SARL, ça dépend si on est gérant majoritaire ou pas de la structure. Et si on est gérant majoritaire, les dividendes sont soumises à charges sociales, comme elles sont traitées en fait comme un complément de rémunération dans certaines conditions. Donc ça, c'est une différence fiscale. Et après, il y a surtout une grande différence au niveau de ces deux structures, c'est le statut social du dirigeant. Dans le cadre d'une SARL, il est travailleur non salarié. Dans le cadre d'une SAS, il est travailleur assimilé salarié. Ça change quoi? Il ne paye pas le même niveau de charge sociale dans une structure et dans l'autre. Et il n'a pas la même protection, les mêmes garanties sociales dans une structure comme dans l'autre. Tu me questionnais aussi sur mon préféré, ma préférée. Oui. En fait, c'est plutôt... Alors, ça dépend évidemment du projet, ça dépend de l'entrepreneur, ça dépend de tout un tas de questions qu'on pourra lui poser. Ce que je constate, c'est que je conseille plus souvent des SARL que des SAS. Tout simplement, probablement par rapport à mon profil de client. Et puis parce que on constate quand même que le coût social sur la rémunération des dirigeants est quand même nettement plus faible dans une SARL que dans une SAS. Et ce n'est pas l'unique raison, mais cette raison-là pèse notamment dans le lancement des projets où l'entrepreneur a besoin de maîtriser ses coûts au mieux. Moi, ce qu'on constate un peu, est-ce que la SARL, après l'auto-entreprise, l'entreprise individuelle n'est pas le statut suivant, comme s'il y avait une évolution, tu vois, un petit peu à la mode homme préhistorique, c'est-à-dire qu'après l'entreprise individuelle, tu as la SARL où effectivement le statut du dirigeant fait que les charges sociales sont plus basses pour le gérant, qu'on appelle un gérant de SARL, mais il a une moins bonne couverture sociale aussi. La couverture sociale, on pourra également la renforcer avec des protections complémentaires. Et après, on a la SAS où effectivement, il y a un statut du dirigeant qui est un président, qui n'est plus un gérant, qui est un président, avec un coût plus fort de protection. Donc en gros, c'est quoi la protection sociale, les 3 blocs? Santé, prévoyance, retraite. Voilà, donc il va payer plus cher, mais il aura une meilleure protection dans sa SAS normalement.
Il aura une meilleure protection à un coût quand même assez fort en comparaison d'un travailleur non salarié, donc gérant d'une SARL, qui pourra prendre des contrats complémentaires, sauf problématique de santé importante, qui devrait quand même rentrer dans ses frais en termes de garantie et de coûts. Oui, ça c'est important de le préciser parce que parfois, il y a des dirigeants qui ont malheureusement des problèmes de santé et qui ne peuvent pas être pris dans des complémentaires en SARL alors qu'en SAS, ils seraient couverts. Exactement, ça peut faire partie des critères. Je parlais au départ, on va questionner l'entrepreneur sur son projet, sur comment il voit son entreprise, mais on va le questionner aussi sur lui, sur alors ses antécédents de santé, pas dans le détail, mais lui demander s'il a eu des gros pépins de santé, etc. Parce que ça peut faire partie des critères. En tout cas, c'est des critères qu'il faut prendre en compte et ça peut faire partie des critères qu'il faut basculer notre conseil dans une direction plutôt que dans une autre. Ok, tout à fait. Et donc, effectivement, tout à l'heure, tu évoquais dans la SAS peut-être des options juridiques ou des possibilités juridiques qui sont plus larges. Effectivement, nous, on rencontre parfois dans les SAS quand on veut faire, par exemple, des droits financiers différents ou des choses comme ça. Ça, c'est aussi plus courant que dans les entreprises qui grandissent, en fait. Oui, exactement. Qui grandissent, qui font du coup appel parfois à des associés, des investisseurs, des associés tiers qui vont amener de l'argent, qui vont attendre un retour sur investissement. Et donc, en effet, il y a des possibilités juridiques, comme tu viens de l'évoquer, qui sont plus larges. Ok. Outre la forme juridique, est-ce que pour les créateurs, comment tu as d'autres conseils sur peut-être, je ne sais pas, où c'est qu'on immatricule, comment ça se passe l'immatriculation de la société, où c'est qu'elle va être domiciliée, est-ce qu'on peut se domicilier chez soi, est-ce qu'il y a des questions plus larges, en écartant un peu, enfin en s'éloignant un petit peu de la forme, est-ce qu'il y a des choses que tu évoques avec eux, où c'est qu'on crée sa société, le capital social, des choses simples que tu peux conseiller aux créateurs? Oui, tout à fait. Alors, tu parlais par exemple, parlons du capital social, combien je mets, qu'est-ce que je dois mettre comme montant. Alors, le montant, il doit être adapté au projet, et à la cohérence du projet, et à la cohérence de l'information qu'on veut faire passer au tiers aussi. Vous avez un projet, vous avez un investissement de départ de 10 000 euros, vous n'avez pas besoin de mettre un capital de 100 000 euros. A contrario, votre projet nécessite un investissement d'1 million d'euros. Si vous mettez 1 000 euros de capital, il va certainement y avoir une problématique de crédibilité vis-à-vis d'un banquier, vis-à-vis d'un tiers sur ces sujets-là. Tu parlais de domiciliation. Pour les propriétaires, ils peuvent se domicilier à leur domicile. Pour les locataires, il faut avoir l'accord du propriétaire, et si ce n'est pas le cas, après il y a des sociétés de domiciliation qui peuvent entrer en ligne de compte pour permettre à l'entrepreneur de se lancer quand même. D'accord, sachant que nous on fait de la domiciliation d'entreprise au cabinet, donc on peut avoir des gens qui sont l'entreprise et domiciliés à l'adresse de notre cabinet. D'accord. Et on reçoit leur courrier, on les gère et c'est l'adresse de leur siège social. Une question, si qu'on se trompe de forme sociale, est-ce que c'est grave ou pas, et est-ce qu'on peut changer? Eh bien, c'est grave. Ça dépend le coût que ça va représenter. En fait, c'est changeable. Tout est transformable. Ça, c'est la première chose. On peut évoluer. Et d'ailleurs, le projet peut amener à évoluer en cours de vie. Des fois dans un sens, des fois dans l'autre. Des fois, on est parti trop large, on revient plus bas. Et à l'inverse, des fois, on se développe et donc on a besoin de transformer son activité. On peut évoluer. Il y a tout un tas de dispositifs juridiques, fiscaux qui permettent d'accompagner cette évolution. Après, tout est une question de coût. Parfois, le fait de s'être trompé au démarrage, ça coûte. Si on se rend compte au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on aurait mieux fait d'être directement dans tel profil d'entreprise, il va falloir se transformer, il va falloir faire des formalités juridiques, un certain nombre d'opérations, il peut y avoir des conséquences fiscales, et donc il peut y avoir un coût. D'où l'importance de bien calibrer son projet dès le départ. D'accord, effectivement. Donc rien n'est définitif en fait, on peut évoluer. Donc en gros, changer la forme de sa société, etc. Petite question un peu plus provocatrice, si je peux me permettre. Si je crée une entreprise, monsieur, par exemple, est-ce qu'elle appartient à monsieur ou madame? C'est une question qui est importante de se poser quand on crée l'entreprise. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre d'abord si vous êtes marié ou pas. Ça va dépendre de la provenance des fonds et ça va dépendre de votre régime matrimonial. Tous ces éléments mélangés font que, par exemple, je vais donner un exemple. Monsieur,
souscrit au capital de son EURL, de sa SRL avec un seul associé à 100%. C'est lui qui a 100% des parts. Mais il achète. Mais il est marié sans contrat, on dit, sous la communauté réduite aux acquets. Et il a utilisé donc de l'argent commun qui était sur le compte commun de monsieur, madame. Alors certes, c'est lui l'associé, c'est lui l'associé de l'entreprise, c'est lui qui va voter, qui va prendre des décisions en tant qu'associé, mais la valeur de l'entreprise, elle, sera commune. La valeur financière de cette entreprise, en cas de vente, en cas de divorce, sera commune et devra être partagée à 50-50. Donc il y a cette dimension-là, en effet, qu'il faut bien mesurer lorsqu'on crée une structure, dans quel cadre je suis et à qui appartient la valeur de mon entreprise. C'est une question évidemment importante. On aurait pu parler aussi de la fin de l'entreprise, la dissolution, si on arrête. Là-dessus, je pense que les sociétés SARL et SAS sont à peu près sur le même régime pour ce qu'on appelle liquider une société, ce qui n'est pas si simple que ça pour le coup en France. C'est peut-être plus compliqué de liquider que de créer. Dans quelle mesure, toi, tu accompagnes les clients et comment le cabinet Eureka Pluriel, c'est quoi l'organisation que vous avez au niveau du bureau du bassin d'Arcachon pour accompagner les clients dans la création? Comment vous fonctionnez? Alors, pour accompagner un client dans la création, d'abord, on le rencontre, on le questionne sur tous les sujets qu'on a pu évoquer avant. Assez souvent, ça dépend du projet bien sûr, mais en parallèle de cette création, il y a un prévisionnel d'activité. Il y a toute une dimension gestion. Est-ce que mon projet est viable? Quelles vont être mes charges? Quels vont être mes besoins financiers? Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est moi qui les couvre en totalité? Est-ce que je fais appel à la banque? Donc, dans cette phase de création, il y a à la fois la dimension juridique, ce qu'on a parlé, mais il y a aussi toute cette dimension modélisation financière de son projet. Où on les accompagne sur cette dimension-là. Et finalement, la constitution de la société ou l'ouverture de l'entreprise individuelle, etc., n'est que la conséquence du fait qu'on a validé le fait que le modèle économique présenté semble passer. En tout cas, les prévisions le permettent. Et on crée la structure. Donc, très concrètement, on va faire ce prévisionnel et ensuite, on s'appuie aussi sur des juristes en droit des sociétés en interne qui ont des compétences spécialisées justement sur toute cette dimension juridique que vous pourrez questionner sur l'histoire du régime matrimonial, que vous pourrez les questionner sur plein d'autres sujets, sur votre objet social, sur un certain nombre de clauses spécifiques que vous voulez mettre dans les statuts, etc., et qui vous accompagneront aussi pour rédiger au mieux ces projets de statuts. Et après, donc, on les rédige, les statuts, pour que l'auditeur comprenne bien. On les explique au client, il va les signer avec lui ou avec ses associés ou tout seul. Et ensuite, on les envoie au greffe, c'est ça? Où c'est que c'est gardé tous ces documents formellement? Alors, on va en effet ce qu'on appelle les enregistrer. Maintenant, il y a un portail commun pour effectuer ça. Le greffe, lui, il va y avoir la création de cette structure et c'est la réception du cabis qui va un peu matérialiser cette inscription de la société. Avec un objet social, etc. Donc, effectivement, chaque entreprise va être dans une convention collective. Enfin, il y a aussi ce choix, effectivement, un code d'activité, voilà. etc. Donc, qui peut être important et qui peut avoir des conséquences sur vos salariés, effectivement, dans quel de convention collective ils vont être employés, avec des différences notables. Sur le coût, même social. Bien sûr, sur le coût social. La couverture. Etc. Ok, on voit que c'est quand même un moment... De toute façon, c'est un moment très important pour les clients, la création, souvent quand c'est la première constitution. Donc, effectivement, nous, tu l'as dit, sur le projet financier, on modélise ça et puis on les challenge un peu. On leur dit, on pense que là, vous n'avez peut-être pas identifié certains coûts. Nous aussi, on a la chance d'avoir parfois des clients qui sont dans le même secteur. Je pense sur le bassin, tout ce qui va être restauration, hôtellerie, saisonnier et compagnie. Et donc, on peut aussi leur donner une forme de comparaison d'activités. Donc, on a une vision plus globale de certaines activités. Ok, super, très intéressant. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet? Un petit mot sur quelque chose qu'on entend souvent sur les créateurs qui viennent nous voir. Il y a une mode assez forte sur la SAS, sur ce statut juridique spécifique, parce qu'en effet, il a des qualités. Mais on doit quand même assez souvent combattre un certain nombre d'idées reçues. Et on se rend compte que la SRL, même si c'est le statut le plus ancien, finalement, historiquement le plus ancien en France, a encore beaucoup de vertus.
notamment son coût social, mais pas que. Voilà, donc ce que je voudrais juste dire, c'est que bien sûr, on a un avis, et on a une information, etc. Et il faut avoir l'esprit assez ouvert et rester à l'écoute des conseils qu'on peut donner. Ok, merci beaucoup Gauthier pour cet échange très intéressant sur ce moment clé pour nos clients et pour les prospects qu'on rencontre. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin sur ce sujet ? Oui, je voudrais m'adresser aux créateurs ou aux futurs créateurs qui ont des projets en tête. Il existe des organismes publics d'accompagnement à la création qui peut être déjà une première porte d'entrée pour prendre de l'information et s'informer justement sur cette dimension plus juridique et fiscale importante dans le cadre du projet. Et puis, qu'ils n'hésitent pas à pousser la porte de nos cabinets pour venir nous rencontrer et échanger sur leurs projets et leurs perspectives. Parfait, merci beaucoup Gauthier. Merci Thomas.